Bonjour, bienvenue à la table ronde décoration dont le thème est Tous à la maison. Je suis ravie d'accueillir Danielle Gerkens, directrice des rédactions de Elle Décoration, Art et Décoration et à la table. Bonjour Catherine. Bonjour. Aude Bunetel, directrice éditoriale et diversification du pôle Maison de Reword. Bonjour Catherine. Sandrine Debruyne, bonjour, directrice de la rédaction et directrice de la marque de Maison Créative. Bonjour, et enfin Catherine. Notre seul garçon, François Delessin, éditeur des Côtés Maison. Bonjour Catherine. Donc c'est vrai qu'on a décidé tous ensemble d'un thème qu'on trouvait d'actualité et qui est malheureusement toujours d'actualité, qui est Tous à la maison. C'est vrai qu'on n'a jamais autant passé de temps chez nous, que notre maison est devenue tout d'un coup un cocon, qu'il a fallu repenser cette maison, repenser un bureau à la maison, repenser nos cuisines, puisque tout d'un coup, on est tous là le midi et le soir, se trouver un petit espace pour faire du yoga, enfin bref, on a cassé, rangé, réfléchi, cherché des idées. On a eu aussi besoin de verre, besoin de respiration, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont ressorties de tout ça. Résultat, la presse de décoration va très bien en termes de diffusion. Votre secteur va bien, j'ai trouvé quelques chiffres, plus 13,7% pour les meubles en août 2020 par rapport à 2019, des best-sellers comme canapé, literie ou cuisine, plus 3% pour le petit électroménager, avec bien sûr le retour à la maison, on a le temps, donc on cuisine plus, on essaye de faire des choses. Donc déjà, ce que je vous propose à chacun, c'est de m'expliquer, sachant que j'ai vu pas mal d'éditos, vous avez beaucoup parlé de toutes ces tendances. Je vais donc laisser la parole d'abord à François sur les tendances, quelles sont toutes les tendances qui sont ressorties, les tendances de demain. Oui, alors une année 2020 effectivement qui a été marquée par une crise sanitaire très, très forte, et qui a eu un effet majeur, qui a été un mode de fonctionnement au niveau des Français, qui sont davantage restés à la maison et qui ont mis la maison au centre de leurs préoccupations. La presse décoration a été effectivement la presse qui a accompagné les préoccupations des Français sur toute cette phase qui a conduit à reconstruire cet intérieur, cette maison, cette façon de vivre à l'intérieur. Et c'est vrai que la position que nous avons prise sur l'ensemble de nos magazines a conduit à avoir cette année une augmentation significative de l'audience, de nos ventes, de la fréquentation de nos sites internet. Et c'est vrai que ça a permis d'avoir un accompagnement extrêmement fort vis-à-vis des consommateurs. Alors on a permis à nos consommateurs et à nos Français, Françaises de pouvoir imaginer des tendances nouvelles et de découvrir des tendances nouvelles. Et ce que je vous propose, c'est de découvrir ces tendances à travers l'interview d'Elisabeth Le Riche, qui est effectivement responsable d'un cabinet de tendance. Très bien, regardons. Moi, je fais un travail très accompagné, notamment pour les marques de décoration. Donc, on travaille aussi sur des choses très tangibles. On parle de couleurs, on parle de matière, on parle de forme. Mon métier, mon rôle, en tous les cas, que j'accompagne les marques, c'est de pouvoir trouver l'identité de chacune et de développer des choses bien spécifiques. Face à l'uniformisation, aujourd'hui, le consommateur est en demande de choses singulières. Et c'est comme ça aussi que les marques qui veulent perdurer dans ce domaine doivent être inventifs, créatifs et proposer sans arrêt de nouvelles visions d'objets, de nouvelles conceptions des choses. D'abord, j'ai toujours un plaisir à ouvrir un magazine. Donc moi, je suis restée encore, peut-être du fait de ma génération, mais attachée au papier. J'ai un plaisir à ouvrir un livre pour lire, j'ai un plaisir à ouvrir un magazine. Maintenant, évidemment, il y a une évolution avec cette dématérialisation et puis avec tous ces nouveaux outils que sont l'Internet, on a accès à beaucoup plus de connaissances. Ça nous permet de faire des voyages qu'on ne peut plus faire en ce moment et en tous les cas de trouver via Instagram, via d'autres réseaux, des créations, des reportages. Alors, on vit une période en pleine évolution là. On est vraiment en train de repenser sans doute l'habitat de demain. Parce que ce que l'on vit aujourd'hui
nous interroge sur nos modes de vie et je pense que ça va vraiment influencer toutes les marques. Quand on va se projeter encore plus loin, il y a une vraie interrogation qui est intéressante aujourd'hui, c'est qu'on voit cette notion très importante que le consommateur a sur cette notion de durabilité et environnementale. Donc ça, pour moi, c'est fondamental. Pour moi, le gros chantier, ça va être ça, parce que le consommateur, maintenant, veut une traçabilité. Et bien maintenant, je vais interroger peut-être d'autres personnes qui veulent prendre la parole sur ces nouvelles tendances, les sujets que vous avez pu traiter. C'est vrai que j'ai vu plein de choses entre la vaisselle, le bureau, le jardin, mais voilà, chacune peut-être, donnez-nous des choses qui vous ont marqué dans les... Ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il y a une passion française pour la décoration depuis très longtemps. La France est un pays où depuis plusieurs siècles, les savoir-faire, l'artisanat d'art, tout ce qui touche à l'univers des arts décoratifs est très, très fort et très puissant. Là, effectivement, il y a eu ce repli sur l'intérieur. Et à travers l'intérieur, il a fallu trouver des idées pour tout à coup réussir à continuer non seulement à fonctionner, mais également à nourrir tout l'inconscient. Je m'explique, je pense qu'on a vécu une sorte de rétractation du monde brutal. C'est-à-dire qu'on est rentré tout à coup dans les frontières de la France, même dans les frontières de la ville, puis ensuite dans les frontières de chez soi. Et comment peut-on nourrir cette espèce de vision extrêmement large d'ailleurs et d'infini dont on a besoin et qui aujourd'hui est un des moteurs, un des carburants de notre époque. Il y a des tas de choses qui sont passées. Il y a eu effectivement la réimplantation des bureaux qui a été une vraie question parce qu'on sait que les surfaces des habitats ont réduit ces dernières années considérablement un peu partout en France. Donc comment est-ce que tout à coup on réussit à intégrer 1 voire 2 bureaux dans un intérieur? Il y a eu un réinvestissement massif sur les arts de la table. On a vu tout le monde se remettre à cuisiner parce que quand on ne peut plus aller au restaurant, on se met à cuisiner. Et une fois qu'on a cuisiné, on mange. Et donc on a vu revenir des choses qui avaient un petit peu disparu avec la puissance effectivement des restaurants. Je sais que par exemple les fabricants d'art de la table nous ont dit qu'ils avaient eu des résultats assez spectaculaires. Et c'est très intéressant de se dire que finalement ces moments de crise ont des effets très profonds sur la culture. D'ailleurs, dans Réelle Décoration, on avait discuté de ça avec Boris Cyrulnik. On l'avait interrogé sur de quelle manière les grandes crises sociétales, y compris sanitaires, ont un impact sur notre culture. Et il nous avait expliqué qu'au XIVe siècle, c'est la grande peste noire qui avait quand même coûté la vie à la moitié des Européens en deux ans. C'était quand même sur un niveau de risque très élevé, qui avait conduit à l'apparition, par exemple, de la peinture de nature morte, qui avait construit à l'apparition des arts de la table, à l'apparition d'un certain nombre de décorations intérieures, les tapis, les tentures, etc. Et donc, il nous disait qu'il était persuadé que ce que nous vivons aujourd'hui, qui est une crise qui va durer, ça fait 1 an qu'elle dure, mais on sait qu'elle va durer encore un moment, va avoir des impacts très profonds, que ce soit sur les lieux de travail, que ce soit sur les rythmes de travail, et que ce soit sur la manière dont tout ça va se symboliser, se matérialiser dans ce qui nous entoure. J'avais lu un édito très intéressant qui parlait de la maison bienveillante. Tout à fait, pour rejoindre Daniel dans son propos, c'est vrai que les Français ont une sensibilité particulière à la décoration, que chacun vit de manière différente, avec effectivement soit des références historiques, des références plus personnelles à des souvenirs d'enfance, et des réflexes de décoration qu'on porte parfois depuis longtemps. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que la maison, effectivement, au-delà du mot cocon que vous avez employé, devient un refuge. Il fallait absolument pas qu'on se sente enfermé, emprisonné dans son chez-soi, parce que ça peut finalement finir comme ça, cette histoire de dépression. Voilà, de confinement. Et autant, à un moment, on a beaucoup travaillé sur le lieu de travail, comment se sentir comme à la maison au travail. Et maintenant, on est à la maison pour travailler. Et il ne faut pas se sentir comme au travail à la maison. C'est super important. Et là, il a vraiment fallu que chacun imagine, couple, avec des enfants, qu'il faut faire la classe, avoir des temps morts dans cette journée, qu'il faut aussi investir, soigner. Donc effectivement, la cuisine, encore une fois, valeur refuge extrêmement importante, et valeur de partage. Parce que le partage, c'est aussi imposé, aussi bien en physique, dans les cercles familiaux ou les cercles d'amis réduits,
mais aussi avec les réseaux sociaux. D'où notre importance en tant que source d'inspiration, mais également les réseaux sociaux ont permis à un certain nombre de personnes de pouvoir échanger, montrer ce qu'elles faisaient, où elles en étaient. Et donc ça, c'est extrêmement important de pouvoir travailler son décor, partager, montrer ce qu'on a mangé, comment on a cuisiné, dans quoi on s'est lancé en do it, parce qu'il y a eu beaucoup de ça aussi, du temps pour se ressourcer et faire un tas de choses qu'on n'a jamais le temps de faire, et ça a été extrêmement positif. Et en ça, la maison, oui, est devenue un lieu de bienveillance, et je crois qu'on avait tous envie d'être un peu doux avec nous-mêmes pour traverser cette période compliquée. Sandrine, peut-être rebondir sur les Instagrammeuses. Oui, ce que disent effectivement Daniel et Aude a beaucoup de sens. Effectivement, la maison est venue à un refuge, ça on l'a bien compris. Ce cliché du métro boulot dodo n'existe absolument pas. Chaque mètre carré, entre guillemets, de la maison a eu son petit regain d'intérêt. Est-ce qu'on peut gagner un petit peu de place? Est-ce qu'on peut aménager? On a beaucoup travaillé tous avec les architectes, avec les tendanceurs évidemment, pour justement optimiser ces espaces. Et puis on l'a vu pendant ce confinement, on a vu naître du coup une autre façon de travailler aussi pour nous, entre guillemets, par rapport à ces Instagrammeurs qu'on regarde, ces influenceurs, avec qui on a fait des vidéos in situ. Donc ça veut dire que ça nous donne aussi un contenu de qualité à partager, parce que toutes les bonnes idées, effectivement, ont eu lieu. Le fait de les partager en direct, en fait, si l'essor du digital a pris tout d'un coup une ampleur, c'est aussi pour combler ce manque et ce rapport à l'humain. On a quand même besoin, entre guillemets, d'être dans l'humain. On est tous, entre guillemets, sur le terrain, à partager, à aller chercher des tendances, pour informer, évidemment, nos lecteurs. Et cette idée, justement, de pouvoir faire le lien étant confiné, justement, et partager un petit peu la vraie vie des vrais gens avec ces bonnes idées, que ce soit des designers, des architectes, dans un contexte qui, justement, ne devrait pas être anxiogène, et en se disant qu'on vit un petit peu tous la même chose. Alors, effectivement, je propose moi, de regarder en quelques secondes comment ça peut se passer chez un Instagrammeur, justement, qui partage ses best practices et ses bonnes idées pour les nouveaux aménagements. Regardons. Hello maison créative, bienvenue chez moi. Allez, suivez-moi. Salut à tous, je me présente, je m'appelle Loïlia, je suis originaire du sud de la France, de Cannes plus précisément. Ça fait maintenant 10 ans que j'habite à Paris. Dans la vie, je suis attachée de presse et j'ai également 2 passions qui sont la déco et la mode. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de créer mon compte Instagram qui s'appelle littlemisssinparis.fr, sur lequel je partage tous mes coups de cœur et mes inspirations au quotidien. Alors, mon astuce déco pendant le confinement, c'est vrai que dès lors qu'il a été question de rester chez soi, il a été également question de télétravail. Donc, il a fallu trouver un lieu dans lequel je puisse me sentir bien, travailler en toute tranquillité. Et c'est vrai qu'on a créé ce coin avec Rowan, avec un joli bureau style secrétaire, un petit peu ancien, c'est vraiment tout ce qu'on aime. On a également rajouté une carte du monde au-dessus pour pouvoir habiller ce mur blanc qui était vide. Et sinon, encore une autre chose que j'ai appris pendant ce confinement, c'était justement l'importance de penser un petit peu à soi et de prendre soin de soi. C'est vrai qu'au quotidien, on a une vie à 1000 à l'heure, on n'a jamais le temps de se poser un petit peu et c'est vrai que ça m'a fait énormément de bien. Voilà, c'est terminé. Un grand merci en tout cas à Maison Créative d'être venue chez moi. Ça a été un réel plaisir de vous accueillir. J'espère que le tour d'horizon vous aura plu et que vous avez pu trouver des idées déco. C'est en tout cas ce que j'essaie d'insuffler au quotidien auprès de ma communauté sur Instagram. Donc si jamais vous cherchez des idées déco, mode, beauté, peu importe, venez me rejoindre, littlemissinparis.fr. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut! Donc après ces tendances liées, c'est vrai, à l'année qu'on vient de passer, il y a un autre thème qui est un édito de Art et Déco qui était assez passionnant, qui était si on consommait autrement la décoration. C'est vrai que c'est une autre tendance, et à mon avis une tendance de fond. Donc je vous laisse déjà la parole sur ce sujet. Alors Nathalie Soubiran a fait cet édito, on en avait pas mal parlé, et c'est vrai que c'est une vraie question aujourd'hui de fond. On sait qu'on est sur une planète finie. La planète Terre, c'est ni plus ni moins qu'une sorte de gros vaisseau spatial qui flotte dans le vide, et on n'a pas trouvé pour l'instant de plan B pour rejoindre un autre vaisseau. Donc, comment fait-on dans un univers fini pour imaginer une manière de fonctionner qui ne soit pas tout le temps avec du neuf? Alors, il y a une espèce d'ambivalence là-dedans, parce que c'est vrai que nous, dans la décoration, souvent, on essaye de promouvoir des nouvelles idées, des nouvelles tendances,
et que les marques qui nous accompagnent sont beaucoup dans les nouveautés. Mais ce qu'on voit poindre de plus en plus, que ce soit chez le lecteur, le consommateur, où il y a une vraie appétence pour le recyclage. Alors on peut penser à toute la folie du vintage qui nous envahit déjà depuis pas mal d'années. Mais ce qu'on voit aussi, c'est de plus en plus de marques qui se posent énormément de questions sur la manière dont ils produisent, donc le sourcing, vraiment, ils envisagent leurs produits en pensant maintenant à l'ensemble du cycle de vie du produit. Avec un vrai retour sur le Made in France, voilà. de consommer local. Et puis il y a aussi, et ça c'est très intéressant, de plus en plus de marques qui jusque-là ne vendaient que des produits neufs, qui sont en train d'intégrer dans leur modèle des propositions de seconde main. Donc on a la Redoute qui travaille là-dessus. Il y a Ikea qui a ouvert en Suède un magasin 100% consacré à la seconde main Ikea, qui lui-même est situé dans un centre commercial entièrement dédié à la seconde main. Donc c'est extrêmement intéressant. Et en France, on voit même des marques, je pense là à Ligne Roset, dans le groupe Roset, qui est une marque de design et d'objets plutôt de très belle qualité, qui a lancé un programme notamment de vente en LOA, ce qui permet en fait non pas d'acheter cash son mobilier, mais de l'acheter sous forme de location sur une durée établie, et qui permet à la fin soit d'en avoir la propriété, soit de rendre ce mobilier qui sera nettoyé, remis en état, etc. et proposé de nouveau sur le marché avec un tarif inférieur. Et à mon sens, ça rejoint un truc extrêmement intéressant qui est le mouvement aujourd'hui dans la déco. Si on pense à nos parents ou à nos grands-parents, ils achetaient, ils investissaient dans la décoration et souvent leur décor restait quasi figé pendant 30, 40, 50 ans. Ce qui n'est plus le cas du tout. Ce qui n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, tous les 5-10 ans, et notamment quand on déménage, on réinvente des chapitres de soie, et ces chapitres de soie s'incarnent dans le décor. Et au-delà, c'est vrai qu'au-delà de ce que vous disiez, on n'est plus non plus dans la possession, on est plus aujourd'hui dans l'utilisation concrète, dans l'usage de l'objet, et cet effet justement seconde main, qui n'est pas que du do-it-yourself, qui n'est pas que de la récup, puisqu'on sait que les marques aussi lancent des nouvelles collaborations, lancent des nouvelles collections comme Madura, justement avec Emmaüs. Toute cette nouvelle génération en fait est extrêmement intéressante, et effectivement ça fait vivre ce dynamisme. Et pourquoi aujourd'hui la presse déco fonctionne aussi bien, c'est que cette dynamique, elle est vraiment encerclé par tout le monde et par cette multigénération. Est-ce que c'est ce qu'on appelle aussi le slow déco? Cette tendance de... Ça peut le rejoindre dans le sens où il y a effectivement un impact qui est plus doux, on va dire, sur la planète et sur les cycles de production. Mais slow déco va peut-être aussi rejoindre un certain nombre de personnes qui vont plus s'interroger avant d'investir ou d'acheter. En tout cas, on est en train de... En fait, c'est étonnant parce qu'on est tous très ambivalents. Donc, on mixe, en fait. On va mixer des envies, des espèces de pulsions ponctuelles et parfois de la fast déco. Il y a des objets de petits prix qui sont très jolis et très, très bien faits. Mais c'est vrai qu'on sent poindre chez les lecteurs, chez les consommateurs, cette idée de en ai-je vraiment besoin et... Quelle est l'histoire de ce produit? Quel est le cycle de vie de ce produit? Qui n'étaient peut-être pas des préoccupations qui étaient aussi importantes avant. Le durable est quelque chose qui effectivement a été pris en compte il y a maintenant plusieurs années à travers nos magazines et chez l'ensemble des acteurs, des fabricants de l'ameublement, puisque ça fait maintenant plusieurs années quand on visite les usines et qu'on leur rend visite, qu'il y a effectivement ce sourcing qui est mis en place. On cherche à travailler le bois en ayant des origines avec des forêts qui sont gérées de façon dite responsable. Donc on est véritablement sur du sourcing jusqu'à la capacité à recycler le produit en fin de vie sur quelque chose qui est pris en compte. C'est pas quelque chose qui était un axe de communication important pour eux quand ils l'ont débuté il y a 3, 4, 5 ans. C'est quelque chose que nous, on a effectivement accompagné de façon régulière dans nos publications. Mais c'est effectivement cette année, avec les événements de 2020, que l'ensemble des consommateurs ont mis un point très fort sur l'identification de ce caractère durable. Qu'est-ce que je consomme? D'où ça vient? Comment je le consomme? Et effectivement, le secteur de la décoration a probablement pris de l'avance il y a quelques années avec l'ensemble du festival de ce Made in France dont on parle. Je rajouterais le Made in Italy aussi, parce qu'en fait, il y a deux pays qui sont effectivement très très en avance, c'est la France et c'est l'Italie. Et on voit d'ailleurs que sur cette partie-là, nos industriels français, que ce soit un Roche-Beaubois, un Ligne Roset, un Sina, exportent dans le monde entier, tout particulièrement en Asie, en Chine, aux États-Unis. La même chose pour les Italiens, et c'est dû à l'extrême qualité de la créativité, les talents des personnes qui sont dans ces usines-là, à la qualité des personnes qui sont dans ces usines-là, et surtout à la qualité de fabrication qui est proposée. Et donc aujourd'hui, ça fait référence dans le monde entier. Une autre tendance de fond, c'est le green. Oui.
Alors pareil, on a tous eu envie d'avoir une petite plante verte, de voir, bon, pas de balcon, mais de créer des espaces. Ça, pareil, ça va être, à mon avis, une tendance de fond. Oui, c'est une tendance de fond qui se confirme depuis, je dirais, 5-7 ans. On a eu les potagers d'intérieur, beaucoup de sujets sur comment optimiser son balcon, sa terrasse. On a aujourd'hui un mouvement de volonté d'aller peut-être s'installer un peu plus à la campagne. Donc le désir de vert et de s'entourer de green est important. Il est forcément lié aussi à un moment à la notion d'éco-responsabilité. Plus que slow déco, je dirais qu'on arrive à une consommation raisonnée. Et elle est extrêmement importante. On va réfléchir sur les achats chers, les meubles lourds qui constituent un intérieur. On va aussi s'autoriser, comme vous le disiez Daniel, le petit achat plaisir qui fait que pendant un certain temps on va suivre la tendance, encore plus en ce moment. Et moi je pense qu'il ne faut surtout pas culpabiliser nos audiences. Le 100% green, tout le monde est en marche, les entreprises et nous, c'est très compliqué. Donc on n'est pas là pour dire que voilà, il faut être 100% green, nous ne le serons pas et les entreprises qui sont dans ce secteur ne le sont pas non plus, mais c'est très important de leur donner la parole, de leur permettre de montrer cette démarche de progrès et par là même de montrer à nos audiences qu'au quotidien, on peut avancer vers plus de green, une consommation, qu'elle soit dans la décoration, dans la gastronomie, dans la façon d'entretenir son jardin. C'est pas tout à fait le sujet, là on est un peu à côté, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ont changé depuis 2 ans, avec notamment la disparition du phyto. Je pense que la permaculture aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui parle à beaucoup de gens. Nous, on peut le mettre en couverture. Je le faisais il y a 5 ans, je prenais un bouillon total. Alors qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui quand même est ultra concernant. Donc oui, une consommation raisonnée, une envie de vert pour accompagner tout ça. Et c'est vrai que on est tous, aussi bien les marques que nous, journalistes et nos lecteurs, sur le même chemin. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Il y a une maturité commune là qui est en train de se mettre en place. Et une sensibilité aussi, même dans les matériaux, dans ces touchés dont parlait tout à l'heure François. Effectivement, un toucher beaucoup plus agréable que par rapport à l'argile, ce retour à la nature, cette envie justement de quitter ce côté un peu anxiogène qu'on peut vivre au moment du confinement, ces reliefs de pierre justement qu'on aime toucher. Tout à l'heure, on parlait de la cuisine, toutes ces matières un petit peu. Évidemment, les marques véhiculent cette idée justement de green qui n'est pas forcément visible. On va sortir du contexte, juste la plante verte. Il y a beaucoup plus que ça derrière. Et puis qui nous emmène vers aussi cette grande tendance du nomadisme, où évidemment on rêve tous demain d'aller prendre l'air. On rêve tous de faire comme ces Instagrammeurs, ces influenceurs, d'aménager un van très bien aménagé, petit espace, et partir vivre d'autres aventures. Effectivement, cette envie de citadin, de green attitude et de vert, elle se démontre aussi bien dans nos audiences que de par ces marques qui véhiculent et qui récupèrent justement ce challenge. Alors j'ai une question sur les audiences. C'est voilà, les gens ont vécu chez eux. Il y a peut-être des gens qui ne lisaient pas de presse déco l'année dernière et de part, voilà. Donc il y a sûrement des nouveaux consommateurs, des futurs lecteurs. Est-ce que ça vous a Voilà, est-ce que ça vous pousse à vous dire comment je peux réadapter? Est-ce qu'il faut que je change un peu de discours? Comment parler à ces nouveaux consommateurs? Donc peut-être qu'on peut faire le tour de chacun, mais voilà, qu'est-ce qui va changer dans vos marques? Autant print que digital, parce que je pense que le digital, c'est aussi une autre audience. Mais voilà, qu'est-ce qui va vous faire évoluer? Quels vont être les changements par rapport à ce qu'on vient de dire tous les 5 là. Ce qu'on a vécu également effectivement cette année, c'est une très grande, au-delà du succès de nos magazines, c'est une très grande digitalisation et une consommation très forte des contenus éditoriaux à partir du digital. Donc ce qui nous impose à nous de réussir à avoir une proposition qui est multi-support. On doit aussi bien travailler sur des magazines, du digital, des réseaux sociaux. Sur les magazines, on est souvent sur une approche avec beaucoup plus d'inspiration, beaucoup plus de tendances, beaucoup plus d'art de vivre, avec des reportages qui sont beaucoup plus posés. Et le digital, qui a une fonction complémentaire, nous permet d'être davantage dans l'instantanéité
et d'apporter quelque chose qui est peut-être plus serviciel et qui Plus propose conseil, ouais, tout à des fait. choses plus conseils qu'on peut faire dans le print, mais peut-être pas de façon aussi interactive qu'on peut le faire sur le digital. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil, c'est quelque chose qui véhicule aussi un certain nombre de messages, beaucoup à partir de l'image. Là, on est moins dans l'écrit. C'est le succès d'Instagram, le succès de Pinterest, c'est la qualité de l'image qu'on va mettre. On n'est pas sur une grande story avec des articles qui sont très longs. Là, on est véritablement sur l'image, et c'est à partir de ces images-là qu'on peut commencer à dérouler un message. C'est là où, effectivement, on voit que les marques avec lesquelles on travaille sont toutes en train de rechercher la bonne façon de pouvoir communiquer sur de l'Instagram et sur les réseaux sociaux, sachant que ça ne peut pas être des démarches publicitaires, puisque nous, on est en train de véhiculer des conseils, des contenus, on est en train de véhiculer de l'information, et qu'effectivement, on le fait à partir d'images, et qu'il faut réussir à pouvoir, effectivement, dans un cadre d'information, apporter ces contenus-là, sans que ça devienne quelque chose de promotionnel. Donc voilà pourquoi cette année, on a cette poussée du digital qui existait déjà avant, mais qui cette année devient véritablement quelque chose de très très fort. Oui, j'ajouterais, alors je pense que c'est le cas pour tout le monde. Le digital est extrêmement intéressant parce qu'il nous permet de capter une audience souvent différente de celle du print, en général plus jeune, qui est plus attentive à des tendances et à se rapprocher vraiment de l'actualité de la décoration. Donc ça nous oblige à nous renouveler quasiment quotidiennement. Donc cette exigence est assez intéressante par rapport au temps long du magazine, parce qu'il faut bien se rendre compte que ce que vous voyez dans les pages, on l'a bouclé 2 mois avant, sur des collections qui elles-mêmes interviennent bien des mois avant que ça arrive en magasin. Donc on pouvait être un petit peu coupé de la réalité de nos lecteurs qui parfois ont des envies ou des besoins quasi immédiats. Et c'est vrai que le digital nous ramène à ce temps court et c'est assez intéressant. Il nous ramène vers l'accessibilité. Il nous oblige aussi à bien travailler nos ADN et nos lignes éditoriales parce que le foisonnement d'images peut à un moment nous emmener un peu vers une perte de notre ADN. Donc il faut bien gérer tout ça et c'est plutôt une complémentarité de façon de communiquer qui est intéressante pour les journalistes. Ouais. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, cette crise qui est terrible, et pour ce qui est de la presse, on a quand même vécu une double crise en 2020, puisqu'on a eu une crise aussi de la diffusion à un moment donné, en début d'année, qui a été complexe. En fait, ça a obligé un univers qui est ancien, celui de la presse papier et des médias classiques, à accélérer les mutations. Et je pense que de plus en plus, nos titres doivent être conçus non plus comme des magazines d'abord, mais comme des marques qui doivent créer des écosystèmes. Et dans ces écosystèmes, il y a le papier, il y a le digital, il y a les réseaux sociaux, et il y aura certainement aussi les expériences réelles. Et ce sera l'équilibre de tout cela qui vont permettre à nos lecteurs ou à nos consommateurs, entre guillemets, de trouver selon leurs besoins, selon leurs moments et selon les occasions, des réponses à leurs questions. Et leurs questions peuvent être extrêmement différentes. Ça peut être effectivement une question très très pratique, qui est de l'ordre presque du coaching, n'importe quoi, comment je place des tableaux au mur, comme ça peut être quelque chose de beaucoup plus large d'inspiration, comme ça peut être une solution à certains moments techniques, puisqu'on organise un certain nombre de marques organisent des salons, c'est le cas par exemple d'art et décoration, où là effectivement on est dans le réel. Donc en fait aujourd'hui on devient, toutes ces marques sont en train de devenir ce qu'on appelle figital, donc vraiment le mix du physique et du digital. Et c'est dans cet équilibre-là qu'on va réussir à réellement être en ligne avec les besoins d'aujourd'hui et même de demain. Mais moi, je crois encore beaucoup à l'expérience à la fois papier et à la fois réelle, parce que je pense qu'effectivement, on a basculé dans un monde extrêmement digital, mais que les êtres humains sont sans doute les machines sensorielles les plus perfectionnées de l'univers, et que le digital n'appelle qu'un seul sens, c'est la vue. Et donc, nos autres sens, que ce soit notamment le toucher, vous en parliez tout à l'heure en parlant des matériaux, sont essentiels. Et si on voit revenir à tel point, notamment tous ces matériaux doudous, etc., je pense que c'est dû à ce besoin qu'on a de répondre à la multisensorialité humaine.
Sandrine, Moi, je pense que sur ça a l'évolution. été un petit peu dit, effectivement, tout à chacune, à chacun, d'avoir dans nos ADN cette force justement de proposition. On est des facilitateurs de la vie quotidienne. Je pense qu'on apporte des solutions concrètes et réelles, puisqu'on a cette chance évidemment d'aller sur le terrain, de voir vraiment des acteurs, de partager ces informations. Remettons évidemment l'humain au centre de tout. Parce que je pense que c'est évidemment par l'humain qu'on véhiculera toute cette notion d'avancement. La décoration est aujourd'hui plus qu'un plaisir, plus que même un loisir. Ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de notre bien-être. Et le bien-être, on sait que c'est vital, on sait qu'à quel point ça peut être important. Et c'est vrai que je pense que la bonne santé aujourd'hui de la presse déco, elle se traduit aussi par cela. Si on arrive à avoir, entre guillemets, ces réussites de projet pour chacun, si on arrive à avoir de l'inspiration pour d'autres, si on arrive à avoir ces échanges, ces tendances, chacun, entre guillemets, va pouvoir prôner quelque chose de différent et nos audiences n'en seront que plus grandes encore, puisque effectivement ce mix entre le papier et le digital, qui ne sont pas du tout les mêmes écritures, qui ne sont pas du tout les mêmes informations. Aude le disait très bien tout à l'heure, on a des cibles très différentes, et puis on a cette vocation du coup à rassembler les générations entre elles, ce qui est du coup très intéressant et très valorisant pour nous tous en fait. Oui, je rejoins tout à fait. On est sur un écosystème. Alors, on sort d'une année 2020 où on est un petit peu frustré sur un élément d'écosystème qui sont l'organisation d'événements. On organise tous des événements de réel. Chacun d'entre nous en fait. Donc, nous, on le fait à Aix en Provence chaque année. Et c'est quelque chose c'est un salon qui se passe. Et chacun fait des événements de nature diverses. Et c'est vrai que dans l'ensemble de ce qu'on a proposé à nos lectrices, à nos lecteurs en 2020, il nous manque cet élément-là. Alors on est très très impatient en 2021 d'essayer de reproposer ces événements, ces lieux de rencontre à chacun, chacune. On croise les doigts, on y travaille. En tout cas, on donne rendez-vous à chacun à partir de l'été, on l'espère, sur des événements qu'on pourra tous ce qui rejoint ce que disait Sandrine sur l'humain, c'est qu'à un moment, vos lecteurs, vos consommateurs deviennent tout d'un coup vous voir et de partager des choses, on revient à l'intérêt de l'humain et c'est essentiel. Et il y a une vraie attente aussi de nos lecteurs pour pouvoir venir à la rencontre de nos rédactions, de ce qu'on peut proposer, des marques qui nous entourent sur ces événements. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu beau les digitaliser, on est retombé dans le piège du non-physique et on a une vraie attente. Et on espère qu'au mois de juin, on va pouvoir reprendre tout ça. Et on est tous dans les starting blocks, effectivement, pour les prochains événements. L'agenda va être chargé. Voilà. Mais c'est vrai que c'est étonnant, hein, parce que finalement, notre rôle en tant que journaliste, qu'est-ce que c'est ? C'est être capteur. C'est un petit peu comme un sismographe qui est capable de saisir les mouvements très faibles, de les mettre en lien et à partir de là, de choisir ce qui nous paraît important et de transmettre. Et donc, on a vécu une sorte de mutation des modes de transmission, mais qui ne change en rien le fond de notre métier et qui finalement le rend peut-être encore plus essentiel. Voilà, donc on est dans une phase de... Peut-être un rôle plus utile, parce qu'on était tous en demande de comment je peux encore... Je suis sûre qu'il y a certaines personnes qui n'étaient pas forcément obsédées par sa décoration et sa maison et qui tout d'un coup s'est dit... à la force des choses. Qui ont développé de vraies névroses. Et c'est tant mieux pour la décoration. Ne vous arrêtez pas surtout. C'est pour ça que je parlais de nouveaux consommateurs, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont découvert que tout d'un coup, s'occuper de sa maison, c'était sympa, etc. Donc, Et puis n'oublions pas une chose, c'est que la maison aujourd'hui dit beaucoup de l'individu que nous sommes. Et avec la montée des réseaux sociaux depuis 10 ans, il y a cette mise en scène de soi, c'est-à-dire je suis ce que je montre également. Et donc, il y a cette mise en scène de soi qui passe énormément aujourd'hui par les photos, vous le disiez, et notamment par les photos de notre intérieur. C'est vrai qu'il y a un certain temps, c'était la voiture qui donnait une certaine image de soi. Le voyage aussi. Le voyage. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est passé plutôt dans la cuisine. On n'hésite pas, parce qu'on avait des arrière-cuisines dans lesquelles on n'allait pas. Aujourd'hui, on rencontre évidemment des gens par leur cuisine. C'est une façade peut-être un peu sociale. Et c'est aussi une façon de rejoindre la convivialité autour de pièces vraiment où on a envie de recevoir, on a envie de passer du bon temps entre amis et même... véhiculer justement cette envie de dire « ouais, c'est moi qui l'ai fait, c'est super, bravo » et de se complimenter les uns les autres, même presque un peu à se challenger. Il y en a qui travaillent dans la cuisine. Et en plus, cette année, on a vu que c'est devenu une pièce de travail dans un certain nombre de situations. Oui, bien sûr. Et en même temps qu'on vit cette transformation, cette mutation, on vit aussi cette même mutation de la presse.
C'est ça qui est aussi intéressant, C'est c'est ça qui est passionnant. très excitant et très Oui, passionnant. parce que c'est une mutation sociologique, clairement. C'est-à-dire Exactement. qu'on a besoin chez soi de réassurance, de bien-être, de réconfort, ce qu'on ne cherchait pas forcément avant de la même Tout façon. à fait, oui. Avant de nous quitter, je vous propose maintenant d'écouter le témoignage de Jérôme Grange, qui est responsable média Guerlain France. La presse déco, c'est une presse aspirationnelle, haut de gamme et qui s'adresse à une cible CSP+, et éduquée. En gros, la presse déco, c'est vraiment le match parfait entre les marques de luxe et cet univers de presse. Je pense vraiment que la personne qui prend le temps de lire la presse déco, qui prend le temps d'aller l'acheter surtout, parce que c'est une presse qui a un certain coût, c'est une personne qui aime le luxe en fait, qui a bon goût, qui aime le luxe, qui achète du luxe. Même si je pense, et je suis sincèrement persuadé, que la presse, le papier, a encore beaucoup d'avenir devant elle concernant cet univers de presse. Aujourd'hui, nos investissements s'orientent sur le digital. Et c'est vrai que l'offre digitale de la décoration ne répond pas aujourd'hui à nos attentes. On a les sites qui certes ont de l'audience, mais ont un côté plus serviciel et pratique. Et on a le social, et notamment avec Instagram et Pinterest, qui ont aussi de l'audience et sont plus orientés images. Mais le vrai sujet, c'est comment intégrer une marque sur le social de façon fluide et bien intégrée. Pour moi, c'est ça l'enjeu majeur en fait. Et je parle de réseaux sociaux, peut-être que demain il y aura autre chose, mais en l'occurrence aujourd'hui et après-demain, il y aura encore les réseaux sociaux. Bon alors là, mes amis, vous avez été un petit peu titillés, donc on va commencer par François. Est-ce que François, tu peux répondre à Jérôme sur cette partie digitale où il dit que on n'y est pas encore, entre guillemets, bien évidemment, au prisme d'une marque comme Guerlain? J'entends la remarque, et à partir du moment où la remarque est faite, il faut qu'on sache l'écouter, l'entendre. Moi, je reste très confiant. Très confiant, pourquoi? Parce qu'il y a deux choses qui nous rapprochent. La première, c'est qu'on partage les mêmes valeurs. Le luxe aujourd'hui s'appuie sur le caractère durable, sur le respect de l'environnement, le respect de la santé. C'est des choses qu'on partage, ce sont des valeurs communes dans ce que nous traitons, aussi bien sur le print que sur le digital. Le deuxième élément qui nous rapproche, c'est que nous avons des audiences qui sont des audiences CSP+, qui sont des audiences qui consomment aussi bien la décoration que des produits de luxe à côté. Et à partir du moment où on a ces deux convergences, il est tout à fait naturel qu'on puisse se retrouver. Alors, il est vrai que sur le digital, on a probablement un côté complémentaire à ce qu'on peut avoir sur le print qui est serviciel, mais ce n'est qu'un élément complémentaire, ça ne retire pas tout le reste des valeurs qu'on peut avoir sur le digital. Non, après, je suppose qu'il a en tête que les sites sont plus pratiques, plus serviciels et moins art de vivre tendance, et que donc il trouve là que la marque est moins dans son contexte, entre guillemets. Le site sera certainement moins premium, mais encore une fois, il nous permet d'atteindre et de toucher une audience qui est importante pour nous. Moi, j'entends tout à fait ce discours et en filigrane, je lis aussi que le print est statutaire et Dieu merci, il le reste. Et c'est aussi pour ça que la presse décoration, qui est vraiment une presse profitable, et c'est pas péjoratif, a toujours sa place, va la garder et elle va peut-être même se développer. Et que certaines marques nous suivent sur le print et pas sur le digital, c'est finalement assez logique. Si à un moment, on doit se retrouver pour avancer sur un asset digital et travailler ensemble, on est tous capables de le faire. On se met autour de la table avec une marque et voilà, on fait du sur-mesure et on écoute. C'est vraiment aussi le propre de nos équipes régies, c'est de savoir écouter et puis de faire un peu du sur-mesure. Mais je trouve ça assez positif finalement que cette différence entre le print et le digital qui apporte une complémentarité nous dise le print déco est premium, il est statutaire, il est vu en tant que tel par un certain nombre d'annonceurs. Je pense qu'on a rempli un peu notre feuille de route là-dessus. C'est important que ça le reste. Ça, c'est absolument évident. Je sais que, par exemple, dans le cas des magazines à décoration et à décoration, ils sont classés sur les magazines préférés des femmes qui ont les revenus personnels les plus élevés. Donc, c'est évident. Moi, je mettrais un tout petit bémol. Je pense qu'il y a une différence aujourd'hui à faire au sein du digital
entre les réseaux sociaux et les sites internet. On a vraiment des audiences qui, là encore, sont différentes. Souvent, sur les sites internet, on a effectivement une audience qui est plus jeune et qui va être plus sensible à parfois d'autres choix de thématiques, de produits ou de traitements que l'ultra-luxe. Sur les réseaux sociaux, les choses sont un petit peu différentes. Je pense qu'ensuite, nos marques, toutes sont en train d'investir sur la qualité des productions également. Là, je pense à la vidéo, je pense au podcast, etc. Il y a énormément de choses qui sont en train de se faire et qui, à moyen terme, vont permettre de trouver des sortes de bulles en adéquation avec effectivement les besoins des marques de luxe. Et puis, il y a ce que vous disiez, c'est qu'effectivement, on travaille de plus en plus main dans la main effectivement avec les marques, avec nos annonceurs qui parfois arrivent avec une problématique et en leur disant, d'accord, quels sont les points problématiques pour vous, quels sont vos objectifs, et en fonction de cela, nous réfléchissons et nous voyons s'il est possible de développer quelque chose en adéquation avec nos valeurs. Et c'est très important parce qu'on est sur un schéma où la façon que le luxe a de se positionner sur l'achat sur Internet passe souvent par de la programmatique, sans réelle concertation et discussion directe. Donc ils se retrouvent, contrairement à ce qu'ils font sur le print, où ils vont chercher des emplacements premium, sur quelque chose qui est, entre guillemets, pas forcément le plus emblématique et le plus visible. À partir du moment où on arrive à avoir une discussion directe et à monter une opération, ça nous permet d'avoir une valorisation de leur marque qui est beaucoup plus importante. Son avis s'entend et il a beaucoup de sens évidemment. Après, dans cette notion du consommer mieux, consommer moins, je pense que justement, il va se priver peut-être d'une cible qui est plus sensible aujourd'hui. On a évidemment tous, comme le disait Daniel, cette envie de monter un petit peu en gamme, d'avoir une qualité beaucoup plus importante dans les contenus. Effectivement, l'état statutaire du print est important, mais c'est pas pour autant que l'état, de la législation va être beaucoup inférieur. Alors, le site peut être très pratique, mais on a cette vitrinisation quand même qui est faite sur Instagram, qui est extrêmement révélatrice et qui justement se partage encore plus. Je pense que c'est un discours qu'il faudrait avoir de nouveau peut-être dans un an. Bah écoutez, j'espère que Jérôme vous a écouté. Merci infiniment de votre participation à cette table ronde et à très vite, j'espère.